Bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, nous allons visionner et décortiquer ensemble un reportage de LCI consacré au blocus naval américain autour de l'Iran et plus précisément à l'incident du pétrolier Asna ciblé par un avion de chasse de la marine américaine dans le golfe d'Oman. Avant de vous lancer dans ce visionnage, il est indispensable que je vous donne les outils d'analyse nécessaires pour comprendre ce que LCI ne vous dira sûrement pas, ou plutôt ce que ses commentateurs s'efforcent, consciemment ou non, d'occulter. Nous sommes au printemps 2026. La deuxième administration Trump est en pleine offensive diplomatique et militaire contre l'Iran. Cette escalade s'inscrit dans une continuité historique très précise qu'il convient de rappeler. En 2018, Trump avait unilatéralement retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, ce qui signifie le plan d'action global commune, signé en 2015 par 6 puissances mondiales. Ce retrait avait été effectué contre l'avis des alliés européens de Washington, contre l'avis des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui certifiait pourtant la conformité de Téhéran et contre l'avis même d'une grande partie de l'establishment diplomatique américain. Ce retrait avait réenclenché le cycle des sanctions, de la résistance iranienne et de la tension régionale, un cycle dont nous payons aujourd'hui toutes les conséquences. Parlons maintenant du théâtre géopolitique central de ce reportage, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime, long d'à peine 54 km à son point le plus étroit, est l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Environ 20% du commerce pétrolier international transite par ce détroit, ce qui signifie que toute perturbation de cette voie d'eau aurait des répercussions immédiates et massives sur les marchés de l'énergie à l'échelle planétaire. C'est précisément pour cette raison que les Houthis au Yémen, soutenus par Téhéran, avaient utilisé ce levier depuis fin 2023 en ciblant des navires commerciaux en mer Rouge et en forçant de nombreuses compagnies maritimes à contourner le cap de Bonne-Espérance, allongeant leur trajet de plusieurs semaines et faisant exploser les coûts du fret mondial. L'Iran avait, de son côté, menacé à plusieurs reprises de fermer ce détroit en réponse aux pressions américaines. Washington a répondu non pas avec de la diplomatie, mais avec un contre-blocus naval unilatéral. Et LCI va nous présenter tout cela comme une stratégie propre, maîtrisée et parfaitement rationnelle. Regardons cela ensemble de très près. Ce que vous allez entendre dans ce reportage, c'est une analyse profondément atlantiste, ce qui signifie une grille de lecture qui légitime automatiquement les actions américaines et pathologise systématiquement les réactions iraniennes. On va vous parler de force mesurée, de blocus efficace, d'un amiral américain quasi providentiel, mais on ne vous dira sûrement pas ce que le droit international maritime prévoit réellement sur les blocus unilatéraux imposés en dehors de toute résolution du Conseil de sécurité. On ne vous dira sûrement pas ce que vivent concrètement les populations civiles iraniennes sous ces sanctions qui durent, rappelons-le, depuis plus de 40 ans, et on ne vous dira sûrement pas ce que la Chine, la Russie et les pays du Sud global pensent de cette opération de coercition américaine dans l'une des zones maritimes les plus sensibles de la planète. John Mearsheimer, l'un des plus grands théoriciens des relations internationales contemporaines, nous enseigne dans sa théorie du réalisme offensif que les grandes puissances cherchent systématiquement à maximiser leur puissance relative pour garantir leur sécurité dans un système international anarchique. Ce que nous observons dans le golfe d'Oman n'est donc pas une opération de police internationale désintéressée, c'est une projection de puissance hégémonique. C'est l'expression concrète de ce que Mearsheimer appelle la tragédie de la politique des grandes puissances, ce qui signifie le cycle inévitable par lequel les grandes puissances s'affrontent pour le contrôle des ressources et des routes stratégiques, au détriment du droit international et de la stabilité globale. Gardez bien ces éléments à l'esprit pendant le visionnage. Monde multipolaire. Ça commence maintenant. Les États-Unis ont ouvert le feu sur un pétrolier iranien dans le golfe d'Oman. L'incident s'est produit ces dernières heures. Il s'agit de ce navire, le Asna, qui tentait, dit le CENTCOM, de violer le blocus américain. Un avion de chasse FA-18 a tiré sur le pétrolier pour l'empêcher d'atteindre un port iranien. Donald Trump montre une nouvelle fois qu'il est capable d'agir armada à l'appui. Et il s'en félicitait dès hier soir depuis la Maison-Blanche. We have it
Nous maîtrisons parfaitement la situation. Le blocus est incroyable. La Navy fait un travail incroyable. C'est comme un mur d'acier, personne ne passe. En particulier l'Iran. Ils ne peuvent rien faire passer d'une manière ou d'une autre. Ils sont en faillite. Nous verrons si oui ou non ils trouvent un accord. S'ils ne sont pas d'accord, ils finiront par l'être peu de temps après. C'est comme ça. Général Chevancier, est-ce la preuve que le blocus américain est efficace ? Ah ben, il est efficace, moi j'en reste convaincu, d'abord parce qu'on voit des conséquences économiques, donc déjà, voilà. Maintenant, il y a une maîtrise de la force que je vois depuis plusieurs jours, hein. C'est qu'on ne cherche pas on recherche pas l'affrontement, hein. On met des coups d'arrêt. C'est-à-dire, il y a une provocation de notre côté, je mets un coup d'arrêt en réponse, et peut-être que les Iraniens vont refaire quelque chose demain, hein, ou aujourd'hui, peu importe. Mais en tout état de cause, on fait appliquer ce blocus avec une force maîtrisée, pour bien montrer qu'il existe, qu'on n'est pas là pour tuer les gens, on n'est pas là pour faire des catastrophes écologiques, mais on marque le coup, il y a un blocus, il doit être respecté. Et je trouve que finalement, on n'a pas toujours l'habitude avec Trump que ça se passe comme ça, mais on a une maîtrise de la force pour effectivement faire avancer, je dirais, le rapport de force, non pas vers l'affrontement, mais vers d'éventuelles négociations. Marc. Il faut rendre ce blocus crédible, il l'est. Effectivement, il marche, parce que finalement, c'est la seule chose qui a marché. C'est-à-dire quand les États-Unis ont essayé de faire l'escorte des convois dans le détroit d'Ormuz pour en sortir, ça a raté parce que les bateaux sont passés, mais il y en a eu un qui a été victime d'un tir, et les assureurs sont quand même une espèce extrêmement craintive et farouche. Donc l'idée qu'un bateau puisse risquer d'être détruit les tétanise. Or, toute l'opération était justement de rassurer les assureurs pour que le trafic puisse reprendre. Donc les Américains ont arrêté. Aujourd'hui, ils misent tout sur le blocus, et ce blocus, oui, il est là, il va être respecté. Il risque d'y avoir d'autres incidents du même genre, parce que c'est le seul moyen de pression des États-Unis, pour que leur contre-proposition pour un accord diplomatique de sortie de crise puisse se concrétiser. On en connaît un peu les lignes, y compris dans le fait que ce serait d'abord une lettre d'intention, Memorandum of Understanding, et ensuite Memorandum of Understanding, et ensuite on irait sur 30 jours pour des négociations. Mais voilà, la pression va continuer, et c'est normal. Et c'est l'arme qu'ils ont face à l'Iran. Ils ont piégé l'Iran. L'Iran avait fait ce blocus. Et les États-Unis ont répondu par un autre blocus. Et d'une certaine façon, l'Iran s'est trouvé coincé. Émeric Goulet-Rose. Oui, non, mais comme le disait le général, c'est très maîtrisé. C'est on va dire l'empreinte de Brad Cooper, qui est un militaire très. L'amiral Brad Cooper, le patron du CENTCOM. Le patron de l'US-CENTCOM, qui est un grand militaire, qui sait exactement comment. On peut penser d'ailleurs que c'est probablement lui qui a été à l'initiative, qui a suggéré probablement l'idée du blocus, du contre-blocus américain à l'administration. Il est très maîtrisé, et on le voit effectivement, comme vous le disiez, puisqu'ils ont ciblé en fait les hélices du bateau. Même pas la coque, en fait, l'hélice. Donc symboliquement, c'est une manière de dire non, vous transgressez le blocus, et donc on va vous immobiliser au sens propre du terme, mais sans aller dans une logique escalatoire, justement, qui serait préjudiciable à la stratégie globale. Donc de ce point de vue-là, oui, et puis le blocus est efficace, effectivement. Il est efficace parce que non seulement il empêche les bateaux iraniens de sortir, donc de vendre le pétrole, mais il remplit les cuves qui débordent aujourd'hui de pétrole, qui ne peut plus être expédié, 1,5 million, et qui hypothèque le fonctionnement à terme des puits iraniens. Et donc il y a un sentiment d'urgence qui n'est pas seulement, on a tendance à dire que Trump veut absolument un accord tout de suite, c'est vrai, mais il n'est pas le seul, les Iraniens aussi sont pressés, parce que là on arrive à un moment où la tension vaut pour toutes les parties. Et donc on peut souhaiter en tout cas que ça rationalise les acteurs en présence pour parvenir à un accord effectivement qui soit profitable à tous. Quand je dis à tous, c'est aussi à la communauté internationale pour libérer évidemment l'occlusion du détroit. Partons retrouver en direct Elisa Cléache, notre envoyée spéciale depuis Doha. Bonjour Elisa, racontez-nous précisément ce qui s'est passé hier soir.
Alors précisément, ce pétrolier, il se nomme le pétrolier Asna et c'est lui qui a subi des tirs de la part de l'armée américaine alors qu'il tentait de franchir le blocus mis en place par les États-Unis autour des ports iraniens. Plus précisément, ce pétrolier tentait de s'approcher de l'Iran, tout simplement puisqu'on le rappelle, le pays est extrêmement asphyxié par le blocus iranien. Il ne peut quasiment plus exporter d'hydrocarbures et il a énormément de mal à les stocker également. Et c'est en partie à cela qu'aurait dû servir ce pétrolier qui est normalement capable de stocker environ 2 millions de barils d'hydrocarbures. Pourtant, il a été repéré par la marine américaine qui dit avoir lancé plusieurs avertissements avant de tirer finalement à l'aide d'un chasseur de combat qui était stationné sur le porte-avions Abraham Lincoln. Plus précisément, c'est le gouvernail qui a été touché, ce qui a totalement immobilisé ce pétrolier Asna iranien. Cela montre bien, encore une fois, le jeu qui se joue encore dans ce détroit d'Ormuz dont le contrôle reste central, alors même qu'en ce moment même, en coulisses, les belligérants tentent de trouver un accord. Merci beaucoup Elisa Cléache en direct du Qatar. Hélène Bonnet, Donald Trump montre aux Iraniens que certes, il a suspendu l'opération Projet Liberté, mais le blocus naval, il est toujours là. Et s'il faut tirer, il n'hésite pas une seule seconde. Oui, et rappelez-vous, on a vécu un épisode un peu similaire il y a quelques jours, quelques semaines, alors je sais plus la date exacte, c'était fin avril, avec ce porte-conteneur, le Tuska, un porte-conteneur iranien qui avait lui aussi tenté de braver le blocus. Et on avait eu des images à l'époque, fournies par les Américains, où ils envoyaient un message d'avertissement en disant à l'équipage il faut quitter la salle des machines. Il y avait eu des tirs, effectivement. Là encore, pas de blessés, mais l'idée de stopper ce navire. Et les Américains avaient été plus loin, puisqu'ils s'étaient saisis du cargo en question. Mais à chaque fois, alors là, en l'occurrence, on n'a pas forcément des images, mais c'est un message envoyé. Et quand en plus il y a les images à l'appui, c'est une manière de répéter que le blocus fonctionne. David Rogueros. Pour préciser sur le Tuska, manifestement, il n'était pas vide. Il venait d'un port chinois et il semblerait, c'est pas confirmé, mais que c'est aussi pour ça, c'est ça qui a justifié l'arraisonnement manu militari pour le coup des Américains, c'est qu'il aurait transporté une. On voit les images de Tuska, c'était fin avril, comme vous le disiez, Hélène. Ce qu'on appelle des produits chimiques duals, c'est-à-dire le perchlorate de sodium, qui en fait sert à alimenter le carburant des missiles, le propergol, qui est le carburant des missiles iraniens. Donc c'est pas anecdotique non plus que ce cargo ait été pour le coup vraiment plus qu'immobilisé, il a été arraisonné. Donc, mais effectivement, ça montre que le blocus fonctionne et que les Américains identifient quand même assez bien le type de bateau dont il s'agit. Voilà. Vous venez d'entendre ce que les chaînes d'information en continu comme LCI qualifient d'analyse géopolitique. Permettez-moi maintenant de vous proposer une lecture véritablement indépendante et surtout véritablement rigoureuse de ce que nous venons de voir ensemble. Commençons par déconstruire le concept central de tout ce reportage, la notion de force maîtrisée. Le général Chevancier et les différents commentateurs de LCI nous présentent le tir sur un pétrolier civil comme un acte de retenue quasi humaniste. On a ciblé le gouvernail, pas la coque, on n'a pas tué de marin. Bravo. Donc, c'est un peu comme féliciter quelqu'un d'avoir frappé son voisin avec modération, en ignorant totalement la question fondamentale de savoir si cette frappe était légitime en premier lieu. En droit international maritime, un blocus naval est, par définition, un acte de guerre. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, communément appelée UNCLOS, ne prévoit nulle part la possibilité pour un État d'imposer unilatéralement un blocus sur les ports d'un autre État souverain en temps de paix officielle. Les États-Unis et l'Iran ne sont pas en état de guerre déclaré. Il n'existe aucune résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant ce blocus. Ce que Washington fait là, c'est exactement ce qu'il reproche à d'autres puissances lorsque cela les arrange. Agir en dehors du cadre multilatéral en substituant la loi du plus fort au droit international. Rappelons-nous maintenant un précédent historique fondamental. En octobre 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, les États-Unis avaient imposé une quarantaine navale autour de l'île. Le mot quarantaine avait été choisi très délibérément par l'administration Kennedy pour éviter le terme blocus, justement parce que le blocus est juridiquement un acte de guerre. Le monde avait alors frôlé la catastrophe nucléaire pendant 13 jours. Aujourd'hui, les commentateurs de LCI nous servent un discours structurellement identique. Ce n'est pas un blocus, c'est de la maîtrise de la force. Ce n'est pas de la coercition, c'est de la stratégie. Les euphémismes changent,
la logique de domination hégémonique, elle, reste parfaitement identique. Remontons encore plus loin dans l'histoire. En 1941, les États-Unis, sous Roosevelt, avaient imposé un embargo pétrolier total sur le Japon qui dépendait à environ 80% des importations américaines pour alimenter son économie et son effort militaire. Cet embargo avait contribué directement à la décision japonaise d'attaquer Pearl Harbor le 7 décembre 1941. L'Iran n'est évidemment pas le Japon de 1941 et les circonstances géopolitiques sont différentes. Mais la leçon fondamentale demeure, quand une puissance acculée économiquement perçoit sa survie nationale comme menacée, elle peut prendre des décisions que les logiques rationnelles et confortables des experts de plateau n'avaient absolument pas anticipées. Venons-en maintenant à ce que LCI a presque totalement occulté. Le mythe de l'Iran en faillite. Trump lui-même nous dit que l'Iran est en faillite et que les Américains les ont piégés. Permettons-nous d'être plus rigoureux? Oui, l'économie iranienne subit des pressions considérables, mais l'Iran n'a pas cédé en 40 ans de pression maximale américaine. 40 ans. Pourquoi? Parce que la résistance iranienne n'est pas purement économique. Elle est profondément géopolitique, identitaire et stratégique. Téhéran a construit, sur ces 4 décennies, un réseau régional d'influence considérable, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Ce réseau a certes été affaibli par les frappes israéliennes et américaines des dernières années, notamment la neutralisation de Hassan Nasrallah en 2024, et les frappes directes sur les capacités militaires iraniennes, mais prétendre que l'Iran est à genoux et sans option, c'est commettre l'erreur classique que Mearsheimer appelle la surestimation de la coercition. Parlons maintenant de la dimension multipolaire de cette crise, l'angle mort absolu de LCI. Le pétrolier Asna venait d'un port chinois. Ce détail, à peine effleuré dans le reportage, mérite une analyse bien plus approfondie. La Chine est le premier acheteur mondial de pétrole iranien. Depuis le rétablissement des sanctions américaines, Pékin a construit tout un système de contournement. Des flottes de navires fantômes, non assurés par des compagnies occidentales, des paiements effectués en yuan plutôt qu'en dollars, un recours à des assureurs asiatiques non soumis aux réglementations américaines. Ce système est solide, bien rodé et difficile à démanteler. Le blocus américain n'est donc pas une confrontation bilatérale entre Washington et Téhéran. C'est, en réalité, une confrontation systémique entre l'ordre unipolaire américain en déclin relatif et le nouvel ordre multipolaire en construction dont la Chine est le principal architecte. En frappant les routes pétrolières de l'Iran, Washington envoie un message à Pékin. Nous contrôlons encore les flux énergétiques mondiaux. Et en maintenant ces routes, malgré les sanctions, Pékin répond silencieusement, mais clairement, non, ce n'est plus entièrement vrai. Mearsheimer nous dirait ceci. Les États-Unis, en tant que puissance hégémonique confrontée à une compétition croissante de la Chine, cherchent à maintenir leur contrôle sur les ressources énergétiques stratégiques et les routes maritimes mondiales. L'Iran, dans ce cadre, n'est pas simplement un État voyou comme le présente le narratif occidental. C'est un État pivot dans la construction du grand corridor eurasiatique que Pékin et Moscou développent activement depuis une décennie. Affaiblir l'Iran, c'est sûrement tenter de ralentir ce projet de reconfiguration des flux commerciaux et énergétiques mondiaux qui échappe progressivement au contrôle de Washington. Et parlons de la Russie, justement, que LCI n'a pas mentionné une seule fois. Moscou et Téhéran ont considérablement renforcé leur coopération depuis 2022. L'Iran a fourni des drones Shahed à la Russie pour la guerre en Ukraine, et en retour, Moscou a renforcé sa coopération technologique et militaire avec Téhéran, notamment dans le domaine des missiles balistiques et des systèmes de défense antiaérienne. Les deux pays collaborent également à des mécanismes de paiement alternatifs au SWIFT pour contourner les sanctions occidentales. Dans ce contexte, le blocus américain de l'Iran n'est pas déconnecté de la guerre en Ukraine. C'est une pièce du même grand jeu, ce qui signifie la confrontation globale entre l'ancien ordre unilatéral américain post-guerre froide et l'ordre multipolaire qui émerge avec une force croissante. Venons-en maintenant aux négociations.
présentée par LCI comme une issue quasi inévitable et prochaine. On nous parle de Memorandum of Understanding, de 30 jours de discussion, d'un accord imminent. Prenons un peu de recul historique sérieux. Le JCPOA de 2015 représentait une réussite diplomatique majeure, le fruit de plusieurs années de négociations intenses entre 7 parties. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait certifié à de nombreuses reprises la conformité iranienne avec ses engagements. Trump l'a abandonné unilatéralement en 2018 contre l'avis unanime de ses alliés européens. Pourquoi un accord négocié aujourd'hui, sous pression maximale et blocus naval, serait-il plus durable, plus respecté et plus solide? Rien ne permet de le penser sérieusement. Et les dirigeants iraniens, qui ont une mémoire institutionnelle solide, le savent sûrement mieux que n'importe quel commentateur de plateau parisien. Il y a également quelque chose de profondément problématique dans le discours que nous venons d'entendre sur LCI, et c'est l'idée que la pression et la coercition sont des outils non seulement légitimes, mais souhaitables de la diplomatie internationale. Un des commentateurs nous dit, avec un calme désarmant, que l'Iran va bien finir par se rationaliser sous la pression. C'est précisément la logique que Mearsheimer identifie comme dangereuse. Une logique qui ne laisse à l'autre aucune sortie honorable, ce qui signifie une logique qui pousse les acteurs acculés non pas vers la négociation, mais vers la radicalisation ou l'escalade incontrôlée. L'histoire nous l'a montré à maintes reprises, de la guerre du Péloponnèse décrite par Thucydide jusqu'aux guerres du XXe siècle. Ce sont souvent les puissances qui se croient en position de force absolue, qui déclenchent les escalades qu'elles pensaient maîtriser. Enfin, un mot sur l'amiral Brad Cooper, présenté ici comme le grand architecte stratégique du blocus. Presque avec admiration, l'USCOM, le commandement central des États-Unis, a une longue histoire dans la région. L'invasion de l'Irak en 2000, 3 fondée sur des preuves de destruction massive qui n'ont jamais existé, 20 ans de guerre en Afghanistan soldés par une retraite chaotique en 2021, des interventions en Syrie, au résultat, pour le moins, ambigu. Le simple fait qu'un amiral américain soit réputé maîtrisé et intelligent ne transforme pas une opération de coercition illégale en vertu diplomatique. En conclusion, ce que nous avons vu dans ce reportage de LCI, c'est le grand récit atlantiste appliqué à la crise américano-iranienne dans sa version la plus classique. Les États-Unis, comme acteurs rationnels, mesurés, presque bienveillants, l'Iran comme État récalcitrant qu'il faut ramener à la raison par la force. C'est un récit qui efface complètement les responsabilités américaines dans la déstabilisation de cette région depuis des décennies, depuis le renversement du Premier ministre démocratiquement élu Mohammad Mossadegh en 1953, organisé par la CIA, jusqu'à l'abandon unilatéral du JCPOA en 2018. Ce que Monde Multipolaire vous propose, c'est une lecture radicalement différente. Celle d'un monde en transition profonde, où l'hégémonie américaine est contestée non pas parce que ses adversaires sont irrationnels ou en faillite, mais parce que les rapports de force globaux se transforment fondamentalement et de manière irréversible. Le golfe d'Oman n'est pas seulement un détroit stratégique, c'est aujourd'hui l'une des lignes de fracture les plus visibles entre l'ancien monde unipolaire, construit après 1991, et le monde multipolaire qui émerge avec une force et une détermination croissante. Merci d'avoir regardé Monde Multipolaire jusqu'à la fin. Si cette analyse vous a été utile, partagez cette vidéo autour de vous, laissez un commentaire pour enrichir le débat et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses indépendantes. À très bientôt.